Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, l'organisation des élections locales reste incertaine, même si la Commission électorale nationale a annoncé un scrutin possible le 4 février 2018. La question du financement n'a toujours pas été résolue. En Tunisie, pour faire face à la loi Finance 2018, les concessionnaires automobiles prévoient d'augmenter les tarifs des véhicules essence neuve de moyenne gamme, des augmentations prévues entre 15 et 30%. Et puis la Côte d'Ivoire a remporté le 29e tournoi international de la ville d'Abidjan, un événement où le pays hôte a remporté 4 médailles. En Guinée, l'organisation des élections locales crée le débat depuis près de 10 ans. La Commission électorale nationale a annoncé qu'elle pourrait avoir lieu le 4 février 2018, mais le problème du financement du scrutin n'a toujours pas été résolu. Des explications dans le reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Pour l'organisation des élections communales et communautaires en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a exprimé un besoin de 335 milliards de francs guinéens. Annoncé pour le 4 février 2018, les acteurs politiques sont déjà engagés dans ce processus qui traîne depuis plus de 10 ans. Le budget reste cependant à mobiliser, surtout qu'il ne figurait pas dans la loi de finances rectificative 2017. Je ne parle même pas de fonds effectivement décaissés. Un engagement du gouvernement, la CENI dispose d'un tiers du budget électoral. Autant dire qu'il lui sera impossible, même si toutes les autres conditions étaient réunies, d'organiser les élections, puisqu'elle ne dispose pas des ressources financières et des moyens et techniques nécessaires pour organiser ces élections. L'évaluation du budget des élections se fait de manière contradictoire et normalement, jusqu'à présent, chaque élection a été financée à la satisfaction de la CENI après que les différentes parties se soient mis d'accord. Il n'y a pas de raison pour que ce soit différent cette fois-ci. Les élections locales devraient avoir lieu depuis décembre 2010, mais la question du budget nécessaire à leur organisation se pose avec acuité. Le gouvernement a en effet prévu ce jour 115 milliards de francs guinéens contre un besoin de 335 milliards exprimé par la CENI. Selon l'institution en charge de ces élections, la question est en voie d'être réglée. Entre la publication du budget prévisionnel de la CENI qui est de 350 milliards et le matelas qui a été donné par l'Assemblée nationale, il y a eu un gap de 200 et quelques milliards qu'il fallait retrouver. Mais dans nos discussions avec le gouvernement et avec l'État guinéen, il est apparu que quelque part, il avait été prévu que si le budget des élections locales dépassait le matelas accordé par l'Assemblée nationale, cela serait compensé d'une autre façon. Non, les mécanismes sont définis dans la loi des finances. Ces consultations électorales permettront à la fois d'élire les maires des différentes communes urbaines et rurales du pays. Mais les chefs de quartier et chefs de district seront désignés selon le score obtenu par chaque parti politique. Cette nouvelle disposition prévue par le nouveau code électoral est le fruit des accords politiques du 12 octobre 2016 et vise à réduire à la fois la complexité et le coût de ces élections locales. En Guinée-Bissau, l'opposition se retrouve dans la rue pour réclamer le départ du gouvernement. Ce sont 18 partis de l'opposition regroupés au sein du Forum de concertation politique qui ont mis en place une semaine de manifestations démarrée le vendredi 27 octobre. En plus de la chute du gouvernement, les partisans de l'opposition exigent également le respect de l'accord de Conakry, signé en octobre 2016 sous l'égide du président Alpha Condé. Des journées villes mortes sont également prévues dans les jours à venir. En Tunisie, le projet de loi Finance 2018 a un impact sur de nombreux secteurs, dont l'automobile. Pour faire face aux nouvelles restrictions imposées par le gouvernement, les concessionnaires automobiles tunisiens annoncent qu'ils pourraient augmenter de 13 à 30% certains de leurs prix. Des détails dans ce sujet de la rédaction. La Chambre syndicale des concessionnaires automobiles de Tunisie annonce la hausse prochaine des prix des voitures essence neuves de moyenne gamme. Une augmentation des tarifs qui sera comprise entre 13 et 30% suite à la circulaire de la Banque centrale sur les produits de consommation dits non essentiels et la mise en application de la loi Finance 2018. Il s'agit de la seule issue envisagée par les professionnels tunisiens du secteur automobile. Ces mesures sont dramatiques. Cela revient à demander aux concessionnaires de bloquer les fonds 7 mois avant la production des voitures. Un effort de trésorerie incompatible avec le fonctionnement actuel. Je vois mal comment certains concessionnaires pourront survivre.
Cette hausse à venir résulterait d'une série de restrictions et de taxes imposées par l'État. Parmi celles-ci, l'augmentation de 25% des droits de consommation pour l'importation des véhicules particuliers, la hausse de 10 à 15% des droits de douane pour les utilitaires, ainsi que la mise en place de la TVA à 1%. Ce genre de mesures entre dans une stratégie globale de développement économique. Si la Tunisie a des possibilités de développer une industrie automobile, ou alors si elle a besoin d'attirer les investissements dans le secteur, il est parfaitement naturel qu'il prenne ce genre de mesures qui vont en quelque sorte rendre le marché intérieur plus attractif, n'est-ce pas, et attirer éventuellement des investissements. Le projet de loi Finances 2018, adopté en Conseil des ministres et publié sur le site du ministère des Finances le 16 octobre 2017, a pour objectif de réduire le déficit budgétaire national en favorisant les investissements et en maîtrisant les importations. À l'horizon 2018, la Tunisie espère ainsi pouvoir renverser la balance et atteindre un taux de croissance de 2,2%. Au Nigeria, nouveau rebondissement dans l'affaire de corruption impliquant l'ex-directeur du Bureau des pensions des douanes, Abdulrashid Maina. La presse nigériane a révélé que ce dernier continuerait de percevoir un salaire de la part du gouvernement du président Muhammadu Buhari, et ce, malgré le mandat d'arrêt lancé contre lui en 2015, qui l'avait poussé à quitter le Nigeria. Des détails avec Siamlo Victoria Seji. Au Nigeria, le scandale de corruption impliquant Abdulrashid Maina, ex-directeur du Bureau des pensions des douanes, est relancé. Poursuivi depuis 2015 pour détournement présumé de 2 milliards de naira, la presse nigériane a révélé cette semaine que Abdulrashid Maina, qui est issu de la même région que le chef de l'État Muhammadu Buhari, continue de percevoir un salaire et qu'il serait même rentré secrètement au Nigeria où il bénéficie d'une escorte policière. Pour rappel, il avait discrètement quitté le pays suite à un mandat d'arrêt international lancé contre lui en 2015. Une affaire qui date depuis 2015, c'est vrai qu'on peut s'étonner que ça pose la question de la crédibilité, de l'impartialité des institutions judiciaires. De ne pas laisser ce genre de problème perdurer dans le temps, parce que ça donne l'impression, après qu'il y ait une complicité au niveau du gouvernement, au niveau des institutions judiciaires, de couvrir ceux qui se rendent coupables de ce genre d'action-là. La sanction doit être systématique, évidemment en respectant les normes juridiques en place, en respectant la présomption d'innocence, mais les juges doivent pouvoir faire le travail. Et il en va de la crédibilité du système judiciaire, mais également de la crédibilité du gouvernement. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 du président Muhammadu Buhari, plusieurs hauts cadres de l'administration de l'ex-chef de l'État Goodluck Jonathan, accusés de corruption, ont fait l'objet de poursuites. Dans une déclaration, l'opposition a farouchement accusé le gouvernement de pratiquer la chasse aux sorcières. Aujourd'hui, le régime de Buhari n'est pas exempt de la corruption. C'est l'opportunité de cette campagne peut-être qui pose problème. Il y a eu notamment beaucoup de commentaires à ce niveau-là, parce qu'il y avait deux écoles qui s'affrontaient par rapport à sa succession. Quelqu'un disait que, d'autant plus que le président est malade, dans l'incapacité de terminer son mandat, il fallait absolument que le vice-président du Sud-Ouest puisse alors assurer l'intérim. Et lorsqu'on regarde cette bataille, la majeure partie de ceux qui demandaient notamment le départ du président Buhari sont des gens qui étaient notamment proches, notamment de l'ancien président Goodluck Jonathan. Dès son accession au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a promis mener un combat rude et impartial contre la corruption. En 2017, plus de 4 milliards de naira ont été recouverts. La Commission contre les délits économiques et financiers a reçu l'autorisation de suspendre plusieurs hautes autorités politiques et administratives présumées impliquées dans des affaires de corruption, ainsi que plus de 200 autres personnes. La Côte d'Ivoire, grand vainqueur du 29e tournoi international de la ville d'Abidjan, qui s'est déroulé le 28 octobre 2017 dans la salle annexe du Parc des Sports de Treichville, dans la capitale économique. Le pays hôte a remporté la compétition avec 4 médailles d'or. Des détails dans le reportage de notre correspondant Olivier Conan. La Côte d'Ivoire, grand vainqueur du 29e tournoi international de la ville d'Abidjan. Les éléphants ont remporté le trophée grâce à 4 médailles d'or obtenues dans plusieurs catégories. Chez les moins 100 kg, Kofi Kremé a battu le Malien Seydou Traoré, quand chez les dames, Maïmouna Djerasouba dominait la Malienne Djeneba Konetio dans la catégorie moins 52 kg. La Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée est satisfaite de l'organisation de la compétition malgré la faible participation du public. On n'a pas eu l'occasion d'avoir un grand public, c'est la tristesse, parce que ce tournoi on l'organise pour donner l'occasion aux Ivoiriens de voir du bon judo.
Côté technique, beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire sont en début de saison. On a vu que les athlètes n'étaient pas suffisamment entraînés, mais on a aussi eu de la chance de ne pas constater des blessés. Donc on peut se réjouir d'avoir fait un très bon TIVA. La victoire de la Côte d'Ivoire est le résultat des performances des athlètes comme José Zokou, qui a battu le Marocain Othman Danoui chez les moins 90 kilos. Je m'attendais à un combat très rude, très relevé, et ça a été le cas. Bon, la finale s'est jouée sur des petits détails, c'est l'accomplissement d'un long travail. Voilà, donc on va continuer sur cette lancée-là et puis se préparer pour les échéances à venir aussi. Le Mali est deuxième du TIVA avec 3 médailles d'or. Les Marocains classés troisième de la compétition se réjouissent du potentiel de leurs tireurs, notamment Mustapha Abdelawi, médaille d'or chez les plus de 100 kilos. C'est un grand judoka, c'est un espoir de l'équipe du Maroc, qu'on attend de lui beaucoup de choses. Aujourd'hui, il a bien joué, il a fait la première place. Il a joué contre les grands champions du jeu islamique dans des grands tournois. Le trophée du fair play a été décerné au Burkina Faso qui a envoyé la plus forte délégation avec 24 personnes, dont 11 athlètes qui ont acquis une expérience précieuse. C'est de bon augure pour le TIVA 2018 que les organisateurs veulent inscrire dans les années à venir au chapitre des rendez-vous incontournables du judo africain. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.